Bienvenue dans les chroniques de la Charente inférieure. Imaginons un instant un organe vital à l'intérieur d'un corps humain. En temps normal, chaque organe travaille en harmonie avec le cerveau. Il obéit aux signaux pour faire fonctionner l'ensemble. Mais imaginons que cet organe spécifique décide du jour au lendemain de développer son propre système immunitaire. Un système immunitaire tellement agressif qu'il commence carrément à attaquer le cerveau dès que celui-ci essaye de reprendre le contrôle. Cet organe devient complètement indépendant, il produit sa propre énergie, il dicte ses règles et il refuse, mais vraiment obstinément, de se soumettre à la tête du corps. C'est une métaphore exactement la dynamique politique et même militaire qui s'est jouée pendant des siècles sur la côte atlantique. Parce qu'en général, on construit des forteresses aux frontières pour repousser une armée étrangère. Mais là, on parle d'une forteresse située en plein cœur d'un royaume. Ces murs immenses servaient littéralement d'anticorps contre son propre souverain. On plonge au cœur de l'histoire tumultueuse d'une ville qui, sans l'avoir passée, toute son existence à se défendre. Je parle de La Rochelle. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de répondre à une question très précise pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que cette cité maritime a connu 4 sièges militaires majeurs et même d'autres blocus colossaux au cours de son histoire ? Qu'est-ce qui attirait autant la foudre des rois ? Pour répondre à ça, il faut regarder les documents qu'on a rassemblés. On a des articles historiques qui détaillent les manœuvres géopolitiques de chaque conflit. On a aussi une page vraiment incroyable de la toute première édition de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert du XVIIIe siècle. Et un document qui fait un peu froid dans le dos, non ? C'est un mémoire anonyme qui date de 1628. Il a été rédigé de l'intérieur de la ville et il liste avec une précision assez glaçante le prix affolant des vivres pendant une famine. Du coup, toutes ces sources nous montrent une ville qui n'est vraiment pas qu'un simple petit port de commerce. La Rochelle, en fait, c'est un véritable aimant à conflit. Et pour comprendre cet acharnement militaire à travers les siècles, on ne peut pas se contenter de regarder les canons ou les uniformes des armées. Il faut analyser l'ADN même de la cité, sa géographie, sa richesse colossale, mais surtout sa soif inaltérable d'indépendance. La Rochelle, par essence, elle est programmée pour refuser la soumission. Avant même de parler du fracas des armes, il faut se demander ce qui rendait ce bout de terre si précieux. Et le paradoxe, c'est qu'à l'origine, c'était rien. Juste un petit hameau qui s'appelait Cougne, au milieu de marécages. Mais vers le 9e siècle, une communauté de pêcheurs s'installe sur un promontoire rocheux. C'est Rupella, la petite roche, qui va devenir La Rochelle. Et géographiquement, c'est la perfection absolue. Parce que l'Atlantique est dangereux à cet endroit. Ces tempêtes détruisent les flottes. Or, la baie de La Rochelle est protégée par 2 boucliers géants, les îles de Ré et d'Oléron. Ce sont des brise-lames naturelles. Ça fait un abri en eau profonde idéal pour les gros navires. Et c'est là que l'économie s'en mêle. Parce qu'un bon parking à bateau, c'est sympa, mais ça rend personne riche. C'est ce qu'on met dans les bateaux qui compte. L'économie explose grâce à 2 ressources. Le sel d'abord. Avant le réfrigérateur, le sel, c'est le pétrole de l'époque. Pour conserver la viande pour l'hiver. Et la deuxième ressource, c'est le vin. Ça s'exporte massivement vers l'Angleterre et les Flandres. L'argent coule vraiment à flot. Mais ça suffit pas pour déclencher des guerres. Il manque une étincelle. Et cette étincelle s'allume super tôt. Entre 1130 et 1137, le puissant duc d'Aquitaine, Guillaume X, fait de ce port un espace affranchi. Il enlève les taxes féodales pour booster le commerce. Et en 1199, c'est Aliénor d'Aquitaine qui confirme ses libertés. C'est un tournant majeur. Les habitants obtiennent le droit d'élire leur propre maire. Ce qui était rarissime au Moyen-Âge. Guillaume de Montmirail devient le tout premier maire de l'histoire de France. La ville bat sa propre monnaie, elle a ses tribunaux, elle lève ses propres impôts. Elle s'autogère avec un conseil de bourgeois marchands. Ils ont les pleins pouvoirs, quoi. Mais est-ce que cette autonomie et cette, disons, arrogance financière, c'est pas justement ce qui va leur dessiner une énorme cible sur le dos ? C'est le revers de la médaille. Une telle richesse combinée à une insoumission, ça attire les grands prédateurs. Et à l'époque, les 2 super prédateurs, ce sont les rois de France et d'Angleterre, les Capétiens et les Plantagenets. Et La Rochelle se retrouve en plein milieu de ce bras de fer. Ce qui nous amène aux 2 premiers grands sièges. En 1224, la ville est anglaise. Le roi de France, Louis VIII, veut récupérer ce joyau. Il fait le siège, bloque les accès et arrache la ville aux Anglais. Et elle devient française. Oui, mais attention, les marchands rochefaits sont de redoutables négociateurs. Ils acceptent, mais ils gardent toute leur liberté fiscale. Ah, mais ça repart de plus belle pendant la guerre de Cent Ans. Oui,
Au gré des traités, la ville redevient anglaise et en 1372, le roi de France, Charles V et Bertrand du Guesclin décident de la reprendre une bonne fois pour toutes. La flotte anglaise est détruite au large, mais à l'intérieur des murs. La ruse du maire, Jean Chaudrier. La ville est toujours tenue par une garnison anglaise. Et le maire met au point un plan digne d'un film de braquage. Il invite le capitaine anglais, Philippe Mansell, à un grand dîner. Un capitaine qui ne sait pas lire. Exactement, il est illettré. Le maire le fait bien boire, puis lui sort un faux parchemin avec un faux sceau royal. Il lui fait croire que c'est un ordre du roi d'Angleterre qui exige une revue des troupes sur la place publique et sans leurs armes. Et le pire, c'est que ça marche. Le capitaine fait sortir ses hommes, désarmés, et paf, ils se retrouvent encerclés par des centaines de Rochelais armés. Ils reprennent la ville en 2 minutes. Ce qui est fascinant ici, c'est la réaction des Rochelais juste après. Car logiquement, ils auraient dû ouvrir grand les portes à l'armée française qui attendait dehors en libérateur. Eh ben non. Ils claquent littéralement la porte au nez du héros de la France. Ils verrouillent tout et laissent du Guesclin camper dans la boue. Ils disent au roi, « Ok, on redevient français, mais vous confirmez nos libertés par écrit, et on prime le maire devient noble de manière héréditaire. » Et le roi Charles V accepte. Parce que pour un roi médiéval, une La Rochelle qui paye un peu d'impôts et reste française, c'est toujours mieux qu'une La Rochelle ennemie. Mais ce pragmatisme va s'effondrer. On fait un saut dans le temps de 200 ans, au XVIe siècle. Le conflit devient religieux. C'est les guerres de religion. La ville devient calviniste. Et le calvinisme, c'est pas juste une autre façon de prier, c'est le rejet de l'autorité du pape et par extension de l'autorité absolue du roi de France. C'est une religion qui fonctionne de manière très horizontale. En 1568, La Rochelle se proclame carrément république indépendante, une sorte de Genève sur l'Atlantique. Et le point de non-retour, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Où des milliers de protestants sont assassinés. Les survivants huguenots fuient et se cachent derrière les murs de La Rochelle. La ville se barricade. Et là, le roi Charles IX envoie son frère, le duc d'Anjou, lancer le 3e grand siège en 1573. Et nos sources décrivent un carnage total. L'armée royale est énorme, c'est l'élite de la noblesse. Ils font 8 grands assauts frontaux. Il y a même une mine souterraine géante qui explose par accident et qui tue 150 soldats du roi d'un coup. Un désastre militaire. Mais attends, les articles parlent d'une armée royale de plus de 5000 hommes d'élite, avec des canons. Et en face, les protestants, menés par François de Lanoux, donc 1300 soldats et des civils. C'est le grand paradoxe de ce siège. Mathématiquement, la ville aurait dû tomber en 2 jours. Est-ce que les généraux du roi étaient juste complètement incompétents? Non, c'est l'avantage asymétrique de La Rochelle. La faille de l'armée royale, c'était l'océan. Côté terre, ils tapaient contre des murs de pierre indestructibles. Mais côté mer, le port était ouvert. Les bateaux anglais entraient et sortaient tranquillement. Du coup, la ville était ravitaillée en permanence. Poudre, boulets, nourriture. Donc les bourgeois mangeaient du poisson frais pendant que l'armée d'élite mourait de dysenterie dans la boue? Et le miracle final, c'est la géopolitique. Au printemps 1573, le duc d'Anjou apprend qu'il vient d'être élu roi de Pologne. Oui, la Pologne avait une monarchie élective. Donc il bâcle un traité de paix super favorable pour les Rochelais, lève le siège et part chercher sa couronne à l'autre bout de l'Europe. Mais la monarchie va pas oublier cette humiliation. 50 ans plus tard, la royauté française est à son apogée et on a un cerveau redoutable qui entre en scène. Le cardinal de Richelieu. En 1627, le roi Louis XIII lui confie le 4e grand siège. Et cela soulève une question importante. Quel était le but de Richelieu? Ce n'est plus de mater une rébellion, c'est d'anéantir l'idée même qu'une ville puisse être un État dans l'État. Et comme il a étudié le fiasco de 1573, il comprend le truc. Il comprend qu'il faut couper le cordon ombilical, il faut fermer l'océan. Il demande à l'architecte Clément Métézeau de construire une digue colossale qui barre physiquement la baie. Les archives parlent d'une digue de 1500 mètres de long. Ils ont coulé 59 vieux navires remplis de pierres pour faire les fondations. Et ils ont monté un mur de 20 mètres de haut par endroit, mais le génie diabolique de Richelieu, c'est l'utilisation de l'environnement. Métézeau a fait planter des pieux massifs sur la digue, inclinés vers l'océan, avec des pointes en acier. À marée haute, la flotte anglaise essayait de passer au-dessus. Mais la marée de l'Atlantique descend très vite. Le niveau de l'eau baissait et les immenses galions anglais se retrouvaient empalés sur les pointes en acier. Leur propre poids déchirait la coque. Et l'artillerie de Richelieu les pilonnait pendant qu'ils étaient coincés. Et la ville s'est retrouvée hermétiquement fermée. Et là, c'est le cauchemar absolu. Oui,
la famine. C'est documenté dans le mémoire anonyme. Les prix qu'il donne sont délirants. 8 livres pour un simple œuf. Une vache, 2000 livres. Et le pire, le document dit froidement qu'une tête de chien tranchée se vendait 10 livres. Ils mangeaient le cuir de leur ceinture. Et cette survie désespérée amène une décision horrible. Le maire, Jean Guiton, refuse de se rendre. Pour économiser la nourriture, ils expulsent les bouches inutiles. Les femmes, les enfants, les vieillards sont chassés de la ville. On pensait que Richelieu les laisserait passer. Mais non, ces soldats tirent au-dessus de leur tête. Ces milliers de civils se retrouvent coincés dans le no man's land, entre les murs de leur ville et l'armée du roi. Ils meurent de faim, là, sous les yeux de leurs proches. C'est un anéantissement psychologique total. En octobre 1628, la ville capitule. La population passe de 28 000 à 5 400 survivants. Des fantômes. Et si on relie ça à une perspective plus large, ça change tout pour la France. L'édit de Nantes pour la religion est maintenu. Le roi ne veut pas de martyrs protestants. Mais politiquement, c'est fini. Les privilèges sont annulés. Et surtout, on rase les murailles terrestres. La tête du dragon est coupée. Sans mur, plus de siège possible. Le problème est réglé pour toujours. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? En théorie, l'histoire militaire de La Rochelle s'arrête là, en 1628. Mais nos sources nous parlent d'un blocus fascinant au XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation, les Allemands construisent la base sous-marine de la Palisse, juste à côté. En 1944, Hitler ordonne de transformer les ports en forteresses imprenables, les Festung. 15 000 soldats allemands se barricadent. C'est la fameuse poche de La Rochelle. La ville est assiégée pour la 5e fois. Parfaitement encerclée par les Alliés et la résistance. C'est l'inversion totale par rapport à 1628. Avec des bombardiers et de l'artillerie lourde, on s'attendrait à ce que la ville soit réduite en cendres. Eh bien non, au lieu d'une destruction totale, c'est la diplomatie qui l'emporte. Le commandant français Mayer et l'amiral allemand Schirlitz font des négociations secrètes. En plein cœur de la guerre. Ils signent un accord tacite en octobre 1944. Ils tracent une ligne rouge et une ligne bleue sur une carte. L'Allemand promet de ne pas dynamiter le port et la ville historique, et le Français promet de ne pas lancer d'assaut meurtrier. C'est un arrangement de gentlemen qui sauve la ville de l'anéantissement. Surtout quand on sait que Royan a été rasé par les bombes juste après. En rassemblant toutes les pièces, on comprend que La Rochelle était l'anomalie structurelle parfaite. Trop riche, trop bien placée, et dotée d'un logiciel d'indépendance totalement incompatible avec le pouvoir central. Elle refusait de plier le genou, tout simplement. Eh bien, ça nous amène à une réflexion finale. En 1628, Richelieu pensait avoir brisé la ville en détruisant ses murs de pierre. Mais en faisant ça, ne l'a-t-il pas forcé à cultiver une résistance beaucoup plus immatérielle et subtile, une agilité diplomatique qui l'a sauvé des nazis?